Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Quand je monte dans l'Intercité pour entrer dans ma circonscription, j'ai souvent l'impression de tourner une scène de Retour vers le futur. L'aventure commence à la gare d'Austerlitz en travaux depuis des années et elle se poursuit dans une rame corail mise en service en 1975. 50 ans, Monsieur le ministre, un demi-siècle. Il ne manque que François Sagan dans le compartiment se rendant dans le Lot pour une immersion totale. La POLT, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse est un chef-d'œuvre, mais elle est devenue un chef-d'œuvre d'abandon républicain. On y circule plus lentement qu'il y a 50 ans. Il me faut 45 minutes de plus que mon prédécesseur Martin Malvy. Les trains s'arrêtent de plus en plus tôt, à Limoges ou à Brive, et les suppressions et retards sont quotidiens pour les 5 millions de concitoyens desservis par cette ligne. Vous me direz, des travaux ont bien lieu, et c'est vrai. Des milliards ont été promis et ils sont dépensés. Des rames oxygène sont annoncées. Mais elles le sont depuis 2019 et toujours en attente. Monsieur le ministre, les Lotois sont résilients, mais ils s'épuisent. Il n'y a pas un seul député de cette ligne qui n'ait pas déjà posé la question. Mais que faites-vous? À chaque fois, on nous promet, cette fois, c'est la bonne. Pourtant, la réalité, c'est que des territoires entiers comme le Lot sont relégués. Monsieur le ministre, nous habitons la terre du milieu, mais c'est la France et nous avons droit, comme Lille, Marseille, Strasbourg ou Rennes, à des dessertes rapides et modernes. Le 15 avril dernier, nous étions des centaines d'élus et d'usagers à prendre le train de la colère pour monter à Paris, comme on dit chez nous, pour vous voir, et vous n'avez même pas cru bon de nous recevoir. Monsieur le ministre, allons-nous sortir d'un jour sans fin où les problèmes perdurent chaque matin et les promesses ministérielles s'envolent pendant que les ministres se succèdent? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Provençat. Il est vrai que les trains d'équilibre du territoire reliant Paris à Clermont et Orléans, Limoges à Toulouse connaissent depuis longtemps bien des difficultés. Ces difficultés, vous le savez, résultent d'un sous-investissement dans l'entretien des réseaux ferroviaires au cours des dernières décennies. Un sous-investissement chronique dont nous héritons tous aujourd'hui. Vous avez été au pouvoir avec vos amis il y a quelques années également. Face à cette situation, l'État s'est engagé de manière résolue dans la régénération et la modernisation du réseau. Ce n'est pas moins, vous l'avez dit, merci de le rappeler, 1,9 milliard d'euros investis sur la ligne POLT et 900 millions d'euros sur la ligne Paris-Clermont. Comme je l'ai rappelé à Clermont-Ferrand le 11 avril dernier, 16 nouvelles rames oxygène ont été commandées pour un montant de 465 millions d'euros. Elles seront en circulation dans moins de 20 mois. Parce qu'elles en ont besoin, les lignes POLT et Paris-Clermont sont les lignes qui bénéficient aujourd'hui des plus gros investissements dans notre pays. Je peux vous garantir, comme les usagers le savent, que ces lignes font l'objet d'un suivi particulier de ma part. J'ai rencontré à plusieurs reprises les parlementaires du groupe de travail animé par la questeur Pires Beaune. J'ai rencontré les élus mobilisés en faveur de la ligne POLT, dont le député Forissier et les sénateurs Pointreau et Joly. Je suis en contact avec les associations d'usagers et les élus qui cherchent à faire avancer les choses. Enfin, je me rendrai comme prévu prochainement à Limoges. Soyez sûrs que tous les services de mon ministère sont mobilisés. Je comprends et je peux même partager l'exaspération qui est celle des usagers réguliers de ces lignes face à la qualité du service. Mais je veux le redire ici devant vous, l'État agit chaque jour pour y répondre. Je serai toujours aux côtés de ceux qui cherchent à améliorer le quotidien des usagers, plutôt qu'aux côtés de ceux qui cherchent à instrumentaliser à des fins politiciennes cette situation qui n'a que trop duré. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, les Lotois ont besoin d'améliorations concrètes. Prenez la POLT, venez nous rendre visite. Je suis prêt à vous accompagner, le Lot le mérite. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, le Premier ministre réclame aux ARS des efforts budgétaires sur les établissements de santé. La circulaire du 23 avril relative à l'efficience et à la performance des établissements de santé vise l'amélioration de l'efficience accompagnée d'un dialogue de gestion renforcé entre gestionnaires et tutelles en tenant compte des caractéristiques de chaque bassin territorial. Pour autant, ce n'est pas à l'hôpital public et au secteur sanitaire et médico-social, en général, au regard de son activité, qui doit payer pour le déficit organisé par le gouvernement depuis 2017. La réduction du déficit ne doit pas se faire au détriment de la qualité d'exercice des professionnels et par conséquent de la qualité de l'accompagnement et des soins.
20 à 25% du tissu hospitalier français est en grande difficulté, une difficulté complexe. Pour exemple, le groupe hospitalier de la 3e circonscription de Charente-Maritime cumule un problème de trésorerie et de dette. Les professionnels se serrent la ceinture, font confiance à l'institution, mais jusqu'à quand? La tarification à l'acte aurait pu être un levier financier pour apurer le déficit, mais l'activité est peu attractive. Au centre hospitalier de Saintes, 25% des postes sont vacants, notamment à cause d'une mauvaise régulation de l'affectation des internes qui entraîne une baisse de la démographie médicale. L'ARS ne s'engage pas et ce sont les CHU qui font leur marché. Cette situation amène la population à quitter le territoire pour aller se soigner à plus de 40 km. Monsieur le ministre, vous conviendrez que la situation ne peut pas se régler par de simples mécanismes budgétaires et d'optimisation sans un réaménagement du territoire de santé, une pratique collective de la coopération et le renforcement d'une offre cohérente sur les besoins et les moyens. Ainsi, quelle marge de manœuvre allez-vous permettre aux différentes ARS ainsi qu'aux gestionnaires d'établissements pour déployer une offre de santé qui soit sécurisée, efficiente et ciblée au regard des problématiques particulières de chaque bassin territorial et quelle articulation avec votre stratégie comptable? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Barusso, Mesdames et Messieurs les députés. Vous évoquez la circulaire du Premier ministre, mais je pense que ça serait une erreur et s'il n'y avait pas eu cette circulaire, dans le sens que nous ne pouvons pas rester aveugles devant un déficit estimé à 3 milliards d'euros sur notre système hospitalier. Et je suis convaincu que c'est pas plus on va dépenser et mieux on va soigner. Donc je crois qu'il faut regarder les choses tranquillement. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'hôpital que nous avons tant applaudi au décours de l'épisode Covid, mais simplement de regarder les choses en face sur un certain nombre de mesures qui sont des mesures de bon sens. Une lutte contre la fraude, des mesures d'efficience, des mesures de lutte contre le gaspillage pour que, globalement, il n'y ait justement pas d'euros d'économie sur la santé des Français. Nous avons des marges de progression collective. Nous savons que dans les déficits, il y a à peu près 400 millions d'euros dus à l'inflation. Ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est factuel. Il y a le sujet du Ségur. Nous avons, avec Catherine Vautrin, demandé une mission, justement, de l'IGAS pour faire toute la clarté sur ce sujet pour pouvoir en tenir compte dans le prochain PLFSS. Ne pas oublier l'effort important sur l'ONDAM du précédent PLFSS, puisque c'est près de 9 milliards supplémentaires. Et puis surtout de restructurer le système en profondeur. Vous l'avez dit vous-même, nous manquons de professionnels de santé. Il faut en former plus. C'est aussi les enjeux du pacte de lutte contre les déserts médicaux, de pouvoir réarmer la médecine de ville, l'ensemble des territoires, surcharger, décharger l'hôpital et les urgences qui sont surchargées, réorganiser les services, prendre le virage ambulatoire. C'est toutes ces mesures qui vont faire en sorte que justement, malgré un contexte budgétaire extrêmement tendu, nous allons pouvoir continuer d'avoir le fleuron de l'hôpital et de dire aussi que la santé en France marche sur l'hôpital public et privé. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur le ministre, quand le code postal détermine le destin d'un citoyen, plus sûrement que son mérite, c'est une ségrégation territoriale silencieuse que nous ne pouvons tolérer. La crise du mal-logement s'aggrave et précarise plus de 14 millions de personnes. Les quartiers prioritaires, qui concentrent près de 10% de la population, ne reçoivent que moins de 1% du budget de l'État. Nous attendons encore des actions fortes pour défendre le droit des personnes à se loger dignement. Dans le combat républicain pour l'égalité des chances, l'ANRU est un acteur incontournable. Le nouveau programme national de renouvellement urbain, engagé pour la période 2014-2030, porte ses fruits. 450 quartiers transformés, ce sont autant de logements améliorés, d'espaces publics valorisés et de nouvelles activités économiques encouragées sur nos territoires. À ce jour, la contribution de l'État de 1,2 milliard d'euros n'a été versée qu'à hauteur de 10%, à un rythme qui met en péril la visibilité nécessaire à ces missions. Pourquoi donc alors abandonner financièrement un programme qui fonctionne? Les bailleurs sociaux et les collectivités déjà asphyxiées financièrement ne peuvent porter seuls le fardeau d'une mission relevant de la solidarité nationale et vous le savez, Monsieur le ministre.
Il y a 6 mois, des négociations intenses avaient permis d'obtenir, à l'occasion de discussions budgétaires, un soutien indispensable pour les organismes de logements sociaux. À ce propos, qu'en est-il de la signature de l'arrêté permettant la baisse de la RLS? Il est où l'arrêté? La deuxième phase de l'ANRU s'achèvera en 2026. Pouvons-nous compter sur vous, Monsieur le Ministre, les 11 et 12 juin, lors des Journées nationales de l'ANRU, pour annoncer un ANRU 3 suffisamment financé? Votre absence d'engagement vis-à-vis du programme de soutien aux quartiers populaires serait incompréhensible, tout comme toute défiance envers le secteur du logement social. Allez-vous enfin réengager l'État dans une politique de la ville véritablement ambitieuse? Merci beaucoup. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, votre question embrasse large et ça va être difficile en 2 minutes de tout dire. Mais vous l'avez compris, en tout cas, en tant que ministre du Logement et avec le soutien de Monsieur le Premier ministre et du gouvernement, nous avons pris toute une série de décisions depuis la préparation et le vote de ce budget 2025 que nous souhaitons mettre en œuvre et poursuivre. Vous m'interrogez bien sûr, Madame la députée, sur quelque chose qui est important. Comment aider les bailleurs sociaux à faire plus de logements sociaux? Il faut être au rendez-vous de la baisse de la ponction sur les fonds propres. C'est la baisse de la RLS. L'arrêté est signé. J'en remercie Amélie de Montchalin, puisque cet arrêté, il est co-signé par nos 2 ministères. Ça montre qu'on a voulu être au rendez-vous de la mobilisation aussi des 850 millions du taux du livret A. Ça fera 116 000 productions et d'agréments neufs, nouveaux, avec les bailleurs sociaux et 120 à 130 000 rénovations. L'ANRU, Madame la députée, vous avez raison, l'État a pris du retard ces dernières années, mais est au rendez-vous, à contractualiser et tiendra ses engagements pour le NPNRU. 50 millions avaient été affectés au budget cette année. On sait qu'on peut les retirer au moment des crédits de paiement. Mais ils seront pas retirés parce qu'ils ont déjà été payés. Donc déjà, l'État, dès février, a honoré son engagement et payé ces 50 millions. Ça ne sera pas suffisant. On est dans un moment budgétaire difficile. On doit continuer le travail parce que l'ANRU 2, le NPNRU, va devoir continuer ses travaux et sa réalisation jusqu'en 2030, voire 2032. Chaque année, nous devons tous être au rendez-vous avec Action Logement, la Banque des Territoires, les collectivités. Croyez-moi, nous serons au rendez-vous de 2 façons. Il faut qu'effectivement, pour 2026, on trouve la solution la meilleure pour avoir une augmentation de la part de l'État. Et vous l'avez dit, comment peut-on projeter l'avenir de l'ANRU? Le 11 et 12 juin, il y aura un rendez-vous avec les acteurs de la rénovation urbaine. Nous essaierons d'y développer la méthode que l'État souhaite embarquer. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, lundi, au nom de la commission d'enquête, j'ai eu l'honneur de présenter le rapport « Eau minérale naturelle, préserver la pureté » que nous avons adopté à l'unanimité, moins une abstention au sein de notre commission. L'occasion pour moi de saluer la présidence très efficace et très sénatoriale, comme il aime le dire, de mon collègue Laurent Burgoa, de saluer aussi les travaux pionniers de ma collègue Antoinette Guhl, l'énergie d'Hervé Gillet qui a porté ce sujet depuis le début avec moi au sein du groupe socialiste et de tous les membres de la commission. Lundi, c'était aussi le temps des révélations, de la transparence, mais aussi celui des propositions. Et nous avons formulé 28 propositions extrêmement précises. Parmi les révélations, une a particulièrement ému l'opinion. C'est le caviardage d'un rapport administratif de la part de l'autorité régionale de santé d'Occitanie. Rapport écrit sous la dictée de l'industriel Nestlé Waters et dénaturé au point que le fonctionnaire instructeur a demandé le retrait de sa signature. Plus largement, le rapport témoigne d'une logique transactionnelle de l'État qui fait le choix jusqu'à l'Élysée de ne pas révéler le scandale aux Français, qui valide des traitements contraires au droit européen, des traitements d'ailleurs dont l'IGAS considère qu'ils constituent une fausse sécurité sanitaire, la sécurité sanitaire n'étant finalement assurée que par la destruction massive et écologiquement difficilement compréhensible de produits finis dans les usines d'embouteillage. Aussi, c'est un État ensablé dont nous avons retracé l'action et la conduite, même si certains fonctionnaires ont fait leur travail. Et je salue ici le directeur de l'ANSES, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui n'ont cessé d'œuvrer inlassablement pour dire que ce qui se passait était des errements. Je finis, Madame la Ministre, en disant que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que certaines modifications
nécessite une intervention du pouvoir réglementaire et nous avons besoin de vous parce que nous voulons poursuivre le travail transpartisan que nous avons mené dans une proposition de loi et nous avons besoin que le gouvernement appuie cette proposition pour sortir du scandale. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, Madame Louwagie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alexandre Wizy. Je m'associe également à vos remerciements et aux félicitations des travaux qui ont été conduits par les membres de la commission d'enquête sénatoriale à laquelle vous avez participé en votre qualité de rapporteur. Cette commission d'enquête fait un état des lieux, un diagnostic et propose effectivement un certain nombre de recommandations dont vous avez fait état, mais en lumière également tous les enjeux quant à la préservation des ressources et de la qualité de l'eau, d'un renforcement des contrôles et d'une réglementation qui doit être plus précise. Juste vous redire que le gouvernement tient à rappeler son attachement absolu à la sécurité sanitaire de tout ce qui concerne les eaux mises en marché et rappeler que l'eau est l'un des aliments qui est les plus contrôlée en France et que la qualité des eaux conditionnées produites en France est très satisfaisante. Juste redire que ce sont plus de 150 000 analyses qui sont réalisées chaque année dans le cadre du contrôle sanitaire des ARS. Au demeurant, il y a un certain nombre d'éléments qui méritent d'être perfectionnés. Dans ce cadre, conformément à l'engagement du directeur général de la Santé lors de son audition devant la commission d'enquête, le ministère de la Santé diffusera sous quelques jours une circulaire aux directeurs généraux des ARS et aux préfets pour clarifier la doctrine des microfiltrations, puisque c'est ce sujet dont il s'agit. Également, le rapport de la commission d'enquête suggère par ailleurs que l'ANSES puisse être saisie prochainement pour se prononcer scientifiquement sur les pratiques acceptables de microfiltration. Cette recommandation apparaît tout à fait pertinente et le gouvernement saisira l'ANSES. Enfin, il peut également demeurer un vide législatif et réglementaire. Vous en avez fait état, vous avez appelé de vos voeux des dispositions législatives et réglementaires. Le gouvernement est tout à fait engagé en ce sens et vous dire que le gouvernement a décidé également de saisir la Commission européenne pour connaître sa position ainsi que l'interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la directive européenne concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la microfiltration. Voilà, le gouvernement poursuivra ses travaux. Je vous remercie des travaux que vous avez vous-même engagés. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Sur le ring du commerce mondial, le match est truqué. D'un côté, Jennifer, enseigne française fragilisée et bientôt balayée. De l'autre, Shein et Temu, géants du e-commerce chinois dopés par des produits à bas coût et polluants. Et vous, Madame la Ministre, prétendu arbitre, que faites-vous? Jennifer, ce sont 1000 salariés licenciés ce mois-ci, comme les 2100 de Camailleux en 2022. Et demain, qui? Combien? Pendant ce temps, Shein, c'est près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, sans impôts, sans contraintes. En réalité, le scandale est triple. Il est social, écologique et fiscal. Résultat, nos entreprises payent. Eux contournent. Nos salariés sont licenciés. Eux livrent. Nos normes contraignent. Eux prospèrent. Madame la Ministre, il est temps d'en finir avec la naïveté. D'exiger une réponse européenne ferme, rapide et juste, d'adapter notre système douanier à l'e-commerce et d'imposer aux géants du numérique les mêmes règles qu'à nos commerces de proximité. Alors Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour défendre l'emploi, la transition écologique et la justice fiscale? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée au commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, économie sociale et solidaire. Madame Louwagie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémi Cardon, vous avez raison, vous connaissez ces chiffres. Un a été annoncé ici d'ailleurs au Sénat par la Poste. 22% des colis qui sont distribués par la Poste émanent de 2 plateformes asiatiques. Ce sont 7000 nouvelles références par jour qui sont établies en matière de textile. Ce sont 1,5 million de colis qui arrivent par an en France. Et nous avons une plateforme asiatique qui transporte 5000 tonnes
par jour dans le monde de textiles par fret aérien. Donc effectivement, il y a des aspects en matière d'environnement, vous l'avez indiqué, le fret aérien a un impact négatif 100 fois supérieur à celui qui concerne le fret maritime. Il y a un impact social également et un impact économique, puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous assistons à un dispositif de concurrence déloyale avec des productions qui ne sont pas du tout établies avec les mêmes normes, avec la même réglementation, et cela fragilise effectivement notre commerce physique. Nous devons sonner la mobilisation générale et nous avons sonné la mobilisation générale. Au niveau de la DGCCRF, j'ai demandé à ce que les contrôles émanant de produits des plateformes soient triplés, que lorsque des contrôles sont effectués au niveau des plateformes, ces contrôles soient effectués à 360 degrés, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments, qu'il s'agisse des questions de loyauté, de pratiques commerciales ou de régularité des produits. 3, que lorsque une faille est établie sur un petit acteur, des contrôles soient effectués sur les mêmes segments, sur les gros acteurs. Avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous avons renforcé la coordination entre les douanes et la DGCCRF. Et avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous sommes intervenus et nous avons poussé pour que la proposition de loi Fast Fashion puisse être examinée début juin en ayant fait en sorte que des dispositions plus robustes puissent être intégrées dans cette proposition de loi. Au niveau européen, nous poussons pour que la disposition qui concerne l'exemption des petits colis jusqu'à 150 € puisse être revue, et nous avons obtenu hier que la Commission propose une taxe de 2 € sur les colis. C'est une avancée et nous poursuivons encore au niveau européen pour faire en sorte que ces pratiques cessent. Il faut conclure là. Monsieur Cardon. Merci pour ces éléments de réponse, même si vous savez c'est totalement insuffisant, puisque 2 € de frais de gestion sur des colis qui vont de 20 à 70 € en moyenne, je veux dire, ça va faire peur à personne. Par contre, pourquoi vous ne pouvez pas vous attaquer justement aussi à un problème où Shein encaisse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et pourtant il paye 0,02% d'impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est même le patron de la coopérative U. Enfin bref. Et puis d'ailleurs, je tiens à vous signaler, Madame la Ministre, que à force de parler d'action, mais en fait les faits parlent plutôt d'abandon, ce gouvernement fait de la fast fashion sa ligne politique. Tout pour l'image, rien pour la durabilité. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, selon le décompte du collectif Les Morts de la rue publié avant-hier, il serait 855 à avoir péri en 2024. 855 personnes, une majorité d'hommes, 112 femmes morts sur la voie publique dans des abris de fortune. 855, dont 19 enfants de moins de 4 ans. Cette situation est intolérable dans notre pays. Or, elle s'aggrave et concerne tous les départements. Depuis 2017, ce nombre de morts de la rue a augmenté de 135%. Pourtant, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 24 milliards depuis 2019, selon Oxfam. La Fondation pour le logement des défavorisés fait état de 350 000 SDF en 2024. Au-delà des personnes à la rue, ce sont 1 118 000 personnes sans logement à soi. À l'inverse des promesses du président Macron en 2017, les politiques sociales des gouvernements successifs aggravent les risques de se retrouver à la rue. Les places d'hébergement d'urgence et le budget afférent stagnent depuis des années. Le SIAO est plus que débordé et au désespoir des travailleurs sociaux. Votre promesse de 10 000 places supplémentaires ne répondra qu'à 7% des besoins. La loi Kasbarian-Berger a provoqué une chute des constructions de logements sociaux. En 2024, c'est moins d'une demande de logement social sur 10 satisfaite. 9 sur 10 non satisfaites. Sur nos territoires, la tension sur les budgets des collectivités et des associations de solidarité les empêche de répondre aux besoins exprimés. Les difficultés d'accès aux soins en santé mentale accentuent aussi la marginalisation de certaines personnes. Monsieur le ministre, confirmez-vous ces chiffres insupportables du nombre de morts de la rue en France ? Quelles mesures envisagez-vous pour lutter contre la précarité ? Quelles mesures pour assurer un abri décent pour tous, enfants, femmes, hommes mis en danger de mort dans les rues de notre pays? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre en charge des comptes publics. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous nous interrogez sur un sujet qui est à la croisée à la fois de la politique du logement, de la politique budgétaire, de l'aménagement du territoire
et plus largement de notre politique de soutien aux plus vulnérables. Je réponds aujourd'hui alors que Valérie Létard aurait pu évidemment vous donner les détails sur les chiffres, les politiques qu'elle mène dans son action résolue en tant que ministre du Logement. Je voulais vous répondre sur un élément qui a été moteur depuis 2017, c'est la politique du logement d'abord. Logement d'abord, c'est un plan massif d'investissement avec les collectivités pour sortir de la logique de l'urgence et redonner aux personnes de la dignité. Nous parlons de centaines de milliers de Français et de familles qui, depuis 2017, ont été sortis de la précarité et de cette boucle infernale de l'hébergement d'urgence où on ne se réinsère pas, on ne se scolarise pas et où on ne peut malheureusement pas trouver un travail ni trouver un emploi. Logement d'abord, ces centaines de milliers de familles qui ont été sorties de la précarité est une politique que nous continuons de soutenir grâce aux collectivités. Dans notre politique, hier, avec Valérie Létard, nous avons continué à soutenir les bailleurs sociaux en signant là le décret de la RLS pour en réduire la poids en 2025. Avec Valérie Létard, nous soutenons toutes les mesures, notamment dans le cadre de l'ANRU, mais également de l'ANA pour les personnes les plus fragiles. Et je veux vous dire, Madame la sénatrice, que nous ne voulons pas opposer les Français entre eux. Tous les Français contribuent à la solidarité nationale. Je vous sais attaché à la justice fiscale, nous aussi. Je vous sais attaché au fait que les comptes publics doivent être respectés. Et nous luttons, je viens de le dire, contre la fraude, toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales. Je ne souhaite pas ici que nous opposions les efforts que nous faisons sur des politiques d'ampleur et l'appui aux plus vulnérables. Je pourrais vous donner avec Valérie Létard les chiffres du budget du logement. Nous n'avons pas gelé, nous n'avons pas annulé les crédits alliés qui sont dédiés au logement d'urgence. Nous n'avons pas annulé, nous n'avons pas gelé les crédits liés à la politique du logement social. Notre politique est lisible, nous voulons que ça fonctionne mieux et nous n'y arriverons que parce que dans chaque bassin de vie, dans chaque commune, nous travaillerons main dans la main, sans polémique et sans effet malheureusement trop souvent d'annonces qui manquent derrière d'activité. Vous avez quelques secondes. Hein. Je crois que les chiffres sont têtus. Le nombre de morts dans la rue augmente et le logement d'abord ne répondra pas à cette difficulté. Et je crois que c'est la dignité des personnes et nous leur devons un toit pour tous les Français.